fais de la formation en cuisine de collectivité depuis une vingtaine d'années. Et donc là, je vais essayer d'aborder avec vous le point où le meurtre alimentaire a eu lieu. Les changements alimentaires ont été initiés, les producteurs de proximité ont produit une viande de qualité en circuit court, tout le monde est bien nourri, la viande est là, et on va se retrouver avec, dans les collectivités, des sauteuses, des marmites, des fours, mais chacun d'entre nous dans la cuisine avec un petit four, une poêle ou une marmite, et il va bien falloir transformer cette viande pour pouvoir la consommer. Il y a deux façons de concevoir la cuisine. C'est soit on suit des recettes ou là on applique des modes opératoires. Quand on met des recettes en œuvre, on est dans le comment faire. Et c'est vraiment comme ça que c'est enseigné aujourd'hui. La cuisine, il y a des livres de cuisine qui sortent tous les jours en France, sont toujours des livres de recettes, et on vous dit, un ingrédient après l'autre, faites comme ci, faites comme cela. C'est la culture du métier que l'on transmet. Moi, je pense qu'on peut avoir une autre approche, qui est celle du mode opératoire, qui va permettre aux cuisiniers de comprendre ce qui se passe. Donc, autre façon de voir, c'est de commencer à mettre en place une approche un peu physico-chimique de la cuisson d'un morceau de viande. Donc, sans faire des choses trop compliquées, la viande, quand on la soumet à la chaleur, il faut bien comprendre qu'il y a des fibres musculaires, et c'est important que les cuisiniers comprennent ce que c'est qu'une fibre musculaire, qu'ils sachent qu'il y a des fibres de collagène, et comment ces fibres de collagène vont évoluer quand on va chauffer le morceau de viande, qu'il y a de l'actine et de la myosine, c'est pas très compliqué, mais c'est aussi la couleur de la viande, pourquoi il y a des viandes rouges, pourquoi il y a des viandes blanches, pourquoi il y a des morceaux plus rouges et d'autres plus clairs, tout ça c'est assez important. Leur parler aussi de notions de coagulation, d'hydrolyse et de réaction de Maillard. Bref, leur donner un bagage qui va leur permettre d'être autonomes à la cuisson de leur viande. Ce qui m'a surpris, c'est l'hétérogénéité des pratiques, puisque les cuisiniers qui travaillent dans les collectivités ne sont pas vraiment formés. Un cuisinier qui travaille en collectivité, d'abord, il a été formé à la cuisine classique, et puis quand il a eu femme et enfant, et envie d'avoir des horaires un peu réguliers, il est venu travailler en collectivité. Et là, il a découvert un métier incroyable. Ils étaient plutôt en brigade à travailler avec des budgets matières premières assez élevés de 5 ou 10 ou 15 euros, et pour faire une trentaine de couverts dans la soirée, et puis il se retrouve tout seul, il a 1,50 €, il a 500 couverts à produire, à 11h30, il est déjà un petit peu en retard, quoi. Oui. Donc forcément, ça change vraiment la donne. Donc les cuisiniers sont très autonomes, ils se débrouillent. Donc des pratiques culinaires. Il n'est pas formé pour ça, quoi, pour la restauration collective. Il n'est pas formé sur des choses qui peuvent être améliorées, quoi. Notamment la transformation de ce qui coûte cher dans l'assiette. Aujourd'hui, la protéine animale, c'est à peu près 40%, voire 50% du budget matière première d'un repas. Donc si on se trompe sur cette transformation-là, on a des résultats moins intéressants. Je pense que ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'on a tous envie de bien manger, on a tous envie d'avoir des protéines animales de qualité, issues de systèmes dont vous avez parlé tout à l'heure. L'idée, c'est qu'elles soient purement industrielles ou sous un label biologique avec toutes les qualités environnementales nécessaires. Si le juste point de coagulation de la protéine est dépassé, dans l'assiette, l'histoire, elle s'arrêtera. La viande sera sèche, elle aura perdu son eau, vous l'aurez acheté plus cher, mais vous mangez quelque chose de non satisfaisant. Donc, le juste point de coagulation de la protéine, c'est vraiment l'axe fondamental sur lequel il faut former les cuisiniers de collectivité, les cuisiniers tout court, mais aussi chacun d'entre nous. La ménagère qui achète sa petite escalope de volaille sous label et qui la maltraite en l'amenant à la limite du point d'ébullition, ça ne pourra pas être satisfaisant. Mais comment on fait pour savoir que ça va être trop loin ? Non, mais pas un homme. Stéphane, s'il vous plaît. On prend juste le temps de modérer les températures de cuisson. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça va prendre... Mais vous m'aviez donné des chiffres, on l'amène généralement à 90 et vous me disiez qu'avec 70, ça suffit, quoi. Si vous voulez, plus vous allez couper le morceau de protéines en petites parties, et plus vous allez le maltraiter à des températures hautes, et plus l'eau de constitution de la viande va s'échapper, quoi. Donc l'idée, c'est de baisser les températures, de laisser des morceaux plus gros, et surtout d'arrêter, de moins cuire, quoi, doucement. Un aller-retour dans la poêle, un petit couvercle, on le met de côté, et puis on se régale tous, quoi. Et là, on limite les pertes. Évidemment, alors sur le côté économique, on limite les pertes, mais au niveau gustatif aussi. Le problème qu'on a quand on va... Alors moi, je travaille souvent avec Thierry sur la formation des cuisiniers, sur tout ce qui est... Lui travaille sur une meilleure valorisation des produits animaux, et moi je travaille sur une meilleure valorisation des produits végétaux, et en particulier dans les sources de protéines, les légumineuses, les céréales, et des approches aussi dans le travail des légumes qui donnent plaisir
à manger ses légumineuses et ses céréales. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment à aller creuser dans les savoir-faire pour que ces protéines végétales, qui en effet sont pas sexy quand on les annonce comme ça, racontent autre chose que quand c'est systématiquement le féculent ou le légume qui est un second plan derrière la viande. Si on enlève la viande et qu'on va aller, ou du moins si on réduit ou si on positionne la viande différemment dans le repas, et qu'on va introduire des légumes secs ou des céréales demi-complètes, il va falloir imaginer une façon de travailler les légumes, une façon de construire des plats qui aujourd'hui est très peu creusé. Et ce travail, au fond, rééquilibré. Récemment, l'INRA a fait une journée d'intervention au SIA pour évoquer cette question du rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales. Eh bien, il va falloir arriver au cœur des choses. Comment on fait très concrètement? Il soulignait justement les freins qu'il y avait à l'adoption des protéines végétales. Et il va falloir, en effet, se poser toutes les questions qui ont été évoquées là, jusqu'aux questions techniques de préparation des végétaux et de leur valorisation dans des repas qui soient plaisants et gourmands, compte tenu de notre culture. Une alimentation durable, elle doit être acceptable culturellement. C'est aussi pour ça que quelqu'un qui voit arriver des lentilles au tofu ne peut pas, indépendamment de l'absurdité du concept, ne peut pas, culturellement, il a rien dans sa culture qui lui permet de faire quelque chose avec ça et de le transmettre. Et moi j'insiste beaucoup pour que les savoir-faire autour des protéines végétales, les céréales, légumineuses, etc., soient appréhendés par les cuisiniers, d'une part dans des approches communes, sur un meilleur travail de la viande et un meilleur travail des végétaux. C'est-à-dire ne pas isoler la question de protéines végétales d'un travail qui remet l'aliment noble à sa juste place, avec une préparation mieux maîtrisée, etc. En même temps, d'avoir à côté de cet aliment noble la découverte de féculents de qualité. Avant de se demander si on va mettre moins, les programmes de santé publique nous parlent de l'importance des fibres, nous parlent de l'importance de la présence des féculents. Et finalement, dans les apprentissages d'une cuisine, de ce que peut faire découvrir une cuisine des céréales, des légumineuses, une cuisine végétarienne, on va avoir des clés pour que les menus classiques d'aujourd'hui soient déjà meilleurs en termes d'apport de fibres, d'apport de féculents, d'apport de diversité de légumes au fil des saisons. Et je vais vous donner l'exemple. J'ai pris juste une photo d'un plat qui n'a aucune prétention, je dirais, de perfection en termes de cuisine différente autour des protéines végétales. Qu'est-ce que c'est? C'est un crumble de légumes de saison. Ici, c'est des aubergines, mais si on passait les diapos suivantes, on verrait d'autres saisons avec un crumble. Non, mais c'est bon, on va rester sur celui-là. Avec un crumble de choux, un crumble de courge. En ce moment, dans les cantines, je leur montre des crumbles à base de légumes de saison. Donc. Et quand on regarde un plat comme ça, est-ce qu'on peut revenir au précédent? Voilà. Quand on regarde comme ça, donc on a des légumes cuisinés au fond qui ont été étuvés pour être moelleux, avoir du jus et pour donner plaisir à manger les féculents qui sont dessus. Dessus, on a un mélange avec du blé concassé. Quelquefois, c'est du millet. Quand je suis en Vendée, pays de la Mojette, je fais un crumble avec du millet et des mojettes. C'est-à-dire une céréale et une légumineuse qui ont une histoire dans la région. Et là, c'est du boulgour, du blé concassé et des pois chiches qui ont été écrasés pour lier les grains de boulgour. Il y a un petit peu de noisette pour donner du croustillant et du fromage pour donner aussi un petit peu de liant à tout ça, un côté qui rappelle les saveurs connues de la cuisine traditionnelle. Donc voilà un exemple de mise en scène d'un plat qui peut avoir plusieurs degrés, c'est-à-dire que ça peut être juste des légumes et le féculent, et puis le complément de protéines est apporté par un émincé de viande. Je peux faire un crumble de courge à la volaille ou au poisson. Je peux faire des versions qui vont du assez carné ou du plus carné vers l'alternatif, voire même sans fromage avec d'autres outils de goût. Ces plats-là sont identiques et c'est peu à peu, ça c'est un exemple et un support qui me permettait de vous parler d'un certain nombre de questions, et il y en a plein d'autres. Comment on cuit du blé concassé?
Est-ce qu'une diététicienne, par exemple, dans la salle, peut nous dire si je mets ça dans un repas familial ou dans une cantine, avec ce crumble tel qu'il est, avec des aubergines, du blé, des pois chiches, est-ce que j'ai encore besoin de mettre un peu de poisson en entrée ou est-ce que ça va J'ai une réponse à ça, moi, personnellement, mais concrètement, le cuisinier ou la mère de famille ou le cuisinier de collectivité, aujourd'hui, n'a pas d'éléments là-dessus. Et donc, comment on peut donner des repères qui permettent de naviguer non plus sur le seul schéma protéine animale, mais d'avoir cette continuité entre des plats avec un peu moins, beaucoup moins, et des fois, occasionnellement, des plats sans protéines animales. Comment on peut avoir des repères pour construire cette offre ? Moi, j'ai bien aimé l'intervention du docteur Le Serre concernant effectivement la lutte contre le message unique, enfin en matière de nutrition notamment, et donc ce respect de la diversité, ces notions d'accueil, d'équilibre, de faire en sorte qu'on puisse proposer différentes solutions et questionner la place de la viande dans l'alimentation collective aujourd'hui fait partie effectivement de ces réflexions. J'ai beaucoup apprécié aussi l'intervention de Gilles Davos sur les possibilités d'amélioration de la qualité des légumes, des garnitures que l'on peut proposer, parce que c'est pas le tout de proclamer qu'on va mettre 5 fruits, 5 légumes par jour. Encore faut-il se donner les moyens. Et du coup, tout ça pose la question effectivement du rôle des agents. Qui sont au quotidien, parce qu'on est là aussi pour essayer de trouver des solutions concrètes, pratiques. Et là, on voit bien que on est confronté à différents freins. Il y a des réticences. Voilà, alors il y a des réticences. Alors il y a des freins déjà qui ont été évoqués. C'est la formation initiale. On a beaucoup formé les cuisiniers avec une certaine vision des choses et je voudrais dire que l'éducation nationale, mais aussi les sociétés de restauration n'ont pas été étrangères à l'évolution des référentiels qui sont proposés dans les lycées hôteliers. On a, je dirais, dans les années 80, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de votre livre « Manger autrement », j'avais participé à l'époque à un colloque à l'Institut Pasteur de Lille sur les produits de 4e gamme, et où on était sur, effectivement, dans les cuisines, plus de légumerie, plus de boucherie, plus de rien. On était sur de l'assemblage pur. Et tous les référentiels de formation des cuisiniers ont été construits à partir de ça, où on voulait de bons salariés, répétiteurs, des capables, exécutants, quoi. Voilà, des exécutants qui maîtrisaient les règles d'hygiène, mais qui, quelque part, à qui on ne demandait pas forcément d'avoir un petit peu de jugeote pour essayer d'élaborer. Mais comment est-ce qu'on change ça ? Il faut changer la formation initiale ? Alors, moi, je crois que oui, il faut changer la formation initiale, c'est essentiel. Et d'ailleurs, un certain nombre de professionnels aujourd'hui se posent cette question, à la fois parce qu'ils ne trouvent plus de cuisiniers sur le marché. Ça, faut de vrais bons cuisiniers, on peut dire. De vrais bons cuisiniers, en tout cas des gens qui ont été formés à la restauration classique, mais aussi à la formation liée au volume de repas qu'il y a à produire. Et je rejoins monsieur par rapport à la présentation qu'il a faite. Effectivement, la restauration collective, c'est pas nourrir 4 personnes à table le soir. C'est fabriquer plusieurs centaines de repas par jour. Et donc, ce sont pas forcément les mêmes techniques, les mêmes méthodes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là-dessus. Donc changer effectivement la formation des cuisiniers et leur vision aussi, même plus large, la vision un peu sociologique de l'alimentation, etc., leur donner des billes par rapport à ça. Et puis, un grand oublié dans l'affaire, que Michel Lejeune a évoqué tout à l'heure, qu'on a largement débattu ensemble au travers de cette norme restauration scolaire, c'est le rôle du personnel dans le restaurant. Que fait-il ? Quel est son rôle ? Et là, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Et dans les collectivités locales, aujourd'hui, on est quand même encore focalisé sur la production des repas, un peu moins sur le service. Et je ne sais plus quel intervenant mettait en avant. On ne sert pas des repas, mais on sert des convives. Je crois que Michel, c'est toi qui a dit ça tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Et le cuisinier, il fabrique des repas pour des convives. Et donc, je crois que c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et c'est là-dessus qu'il faut agir, en fait, si on veut faire avancer les choses. Évidemment, il faut cuisiner. Et là, effectivement, on a créé un certificat de spécialisation parce qu'on a bien compris que nous, sortant nous-mêmes de l'école hôtelière, on n'avait pas du tout cette compétence métier qui a évolué au cours des années. Elle n'est pas d'ailleurs aboutie. On va continuer. Donc il y a un certificat, c'est ça que vous nous dites ? Un certificat de spécialisation qu'on a créé avec les différents secteurs de l'activité et associations professionnelles pour effectivement répondre à cette problématique. Moi-même, à l'université d'Orsay, je fais une formation parce que j'ai travaillé sur la qualité des produits, qualité bio, des labels bébé bleu blanc cœur,
des qualités de produits intéressantes, mais je me retrouve à l'arrivée à une qualité de produit qui n'est pas mangeable. Donc je me retourne vers ma cuisinier, je dis là il y a un petit problème, c'est-à-dire que ok, on peut investir cette part de marché, on peut investir des produits de qualité, mais si on ne le retrouve pas dans l'assiette, il y a peut-être autre chose à faire. Et en tout cas, il faut améliorer les modes de cuisson et les compétences des cuisiniers. Et là, je ne jette pas la pierre aux cuisiniers, hein, parce que pour moi, c'est eux qui vont nous apporter cette qualité. C'est effectivement, nous, on est aussi des outils, mais c'est quand même eux qui vont produire. Et à l'arrivée, s'ils sont eux convaincus, eux formés, je pense que le résultat, il sera probant dans les assiettes. Combien de personnes ont votre certificat dont vous nous parlez ? Eh bien, on a ouvert ce site il y a 3 ans, cette école qui a été validée par Stéphane Le Foll et Bruno Le Maire. Et donc, on a à peu près 8 sites en France et on forme de plus en plus de cuisiniers pour, en l'espace d'une année, après le CAP, leur acquérir et leur permettre de développer leurs petites compétences. C'est des CAP, on va pas en faire des directeurs de restaurant, mais leur apporter... C'est plusieurs centaines, non ? Plusieurs dizaines ? Oui. Bah au vu des effectifs, c'est à peu près cela. C'est leur apporter le minima de compétences, de réflexion par rapport au plan de nutrition santé, par rapport au bio, par rapport au circuit de proximité, au circuit court.